Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tony Ascioli, avocat, podcast. La conciliation, mode d'emploi, épisode 3, l'accord de conciliation, sécuriser, exécuter et rebondir. Tony Ascioli, avocat podcast. Nous arrivons aujourd'hui au 3e et dernier épisode de notre série consacrée à la procédure de conciliation. Dans le premier épisode, nous avons vu comment naît une conciliation. Le chef d'entreprise, souvent accompagné de son expert comptable, constate que la situation devient tendue, la trésorerie se contracte, les échéances s'accumulent, la banque s'interroge, l'URSSAF relance, les fournisseurs s'impatientent, et pourtant, l'entreprise fonctionne encore. Elle a une activité, elle a des clients, du talent, elle a une chance. Nous avons vu qu'il ne faut pas attendre l'aggravation des difficultés pour agir. La conciliation est précisément faite pour ce moment, où l'entreprise n'est pas encore en état de cessation des paiements ou en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours, mais elle a besoin d'un cadre confidentiel, rapide et organisé pour renégocier. Dans le deuxième épisode, nous sommes entrés dans le cœur de la procédure. Le conciliateur désigné, les créanciers essentiels identifiés, les discussions commencent. Les banques, les créanciers publics, les fournisseurs, le bailleur, le franchiseur, les partenaires stratégiques peuvent être appelés à la table des négociations. Ou pas, d'ailleurs. On fait son choix. Nous avons vu que la conciliation est amiable, mais qu'elle n'est pas impuissante. Elle repose sur la volonté des parties, mais elle s'inscrit dans un cadre judiciaire. Et ce cadre peut aider à convaincre, à temporiser, à éviter certains blocages de créanciers récalcitrants et enfin à donner du sérieux à la négociation. Aujourd'hui, nous arrivons à la dernière étape. La question devient comment transformer la négociation en accord utile, sécurisé et durable. Car une conciliation réussie ne se mesure pas seulement au fait que les parties se soient parlé, elle se mesure à l'accord obtenu et surtout à la capacité de cet accord à être exécuté. Un accord de conciliation n'est pas un simple document de sortie, ce n'est pas un texte que l'on signe pour se rassurer, ce n'est pas une parenthèse administrative, c'est un outil de retournement. Il doit permettre à l'entreprise de respirer, de retrouver du temps, de réorganiser ses paiements, de stabiliser ses relations avec ses créanciers et de reprendre une trajectoire crédible. Alors, que doit contenir un bon accord de conciliation ? Avant même de parler de constatation ou d'homologation de l'accord, il faut revenir à la substance. Un bon accord doit être clair. Qui signe ? Quelles dettes sont concernées ? Quels créanciers acceptent un effort ? Quels délais sont accordés ? Y a-t-il des remises ? Y a-t-il un différé de paiement ? Y a-t-il un rééchelonnement ? Les garanties sont-elles maintenues ? Les cautions peuvent-elles se prévaloir de l'accord ? Quels engagements le dirigeant prend-il ? Quels engagements les banques prennent-elles ? Quels engagements les créanciers publics prennent-ils ? Quelles sont les conséquences en cas de non-respect ? Il ne faut pas se contenter de phrases générales. Un accord de conciliation doit être praticable, exécutable. Cela veut dire que les dates doivent être précises, les montants renseignés, les conditions indiquées, les engagements de caution rappelés de façon claire et compréhensible pour tous. L'entreprise doit pouvoir ouvrir son accord 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard et savoir exactement ce qu'elle doit payer, à qui, comment et à quelle date. Il ne suffit pas de signer un échéancier validé par le prévisionnel de l'expert comptable. Il faut vérifier qu'il est tenable. Un accord trop ambitieux peut devenir dangereux. Si l'entreprise promet trop vite, elle risque de se retrouver immédiatement en difficulté d'exécution, et une difficulté d'exécution dans un accord de conciliation peut provoquer la remise en cause de tout l'équilibre trouvé.
Il faut donc poser une question simple avant de signer. L'entreprise pourra-t-elle respecter cet accord dans la vraie vie? Pas dans un tableur idéal, pas dans une hypothèse optimiste, mais dans la vraie vie, avec ses clients, ses délais d'encaissement, ses charges, ses salaires, ses fournisseurs, ses impôts, ses imprévus. Le but n'est pas de déplacer le problème de quelques semaines. La conciliation doit donner une vraie chance de rebond. Tony Ascioli, avocat podcast. Une fois l'accord rédigé, une autre question se pose. Que fait-on de cet accord? En pratique, il existe plusieurs niveaux. On peut avoir un accord simplement signé entre les parties. On peut demander au président du tribunal de constater l'accord. On peut demander au tribunal lui-même de l'homologuer. Ces choix ne sont pas neutres. Ils dépendent de la stratégie, du besoin de confidentialité, du niveau de sécurité recherché, de la présence éventuelle d'argent frais, ce qu'on appelle la new money, et de l'image que l'entreprise veut préserver. Commençons par l'accord constaté. Lorsque les parties ont trouvé un accord, elles peuvent demander au président du tribunal de le constater. La constatation donne à l'accord une force particulière. L'accord devient un titre exécutoire. Cela signifie que l'accord n'est pas seulement une convention privée, il reçoit une force judiciaire. Mais son grand avantage demeure, c'est la confidentialité. La décision constatant l'accord n'est pas publiée. Pour une entreprise qui veut traiter ses difficultés sans les exposer publiquement, c'est un avantage considérable. Dans beaucoup de dossiers, la constatation est donc la voie naturelle. Elle permet de sécuriser l'accord, tout en préservant la discrétion, qui est l'un des grands atouts de la conciliation. On l'a dit et on le répète. L'accord constaté met fin à la procédure. On sort de la phase de négociation pour entrer dans la phase d'exécution. Et c'est là que le travail change de nature. Pendant la conciliation, il fallait convaincre. Après l'accord, il faut tenir. Deuxième possibilité, l'accord homologué. L'homologation est plus solennelle. Elle suppose une demande du débiteur et un contrôle plus approfondi du tribunal. Le tribunal ne peut homologuer l'accord que si plusieurs conditions sont réunies. D'abord, le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements, ou bien l'accord doit y mettre fin. Ensuite, les termes de l'accord doivent être de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise. Enfin, l'accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Ces trois conditions sont très importantes, elles doivent être réunies cumulativement. Elles montrent que l'homologation n'est pas une simple formalité. Le tribunal doit vérifier que l'accord n'est pas un mauvais accord. Il doit vérifier qu'il ne crée pas un déséquilibre injustifié. Il doit vérifier qu'il donne une chance sérieuse à l'entreprise. Il doit vérifier que les créanciers qui ne signent pas, parce qu'ils n'ont pas été appelés à les négociations, ou qui finalement verront leurs créances traitées hors protocole, ne sont pas sacrifiés au profit de ceux qui signent. L'homologation apporte donc une sécurité juridique et judiciaire plus forte. Le tribunal va exercer ce que l'on appelle un contrôle de légalité. Est-ce que l'accord est conforme à la loi? Et un contrôle d'opportunité. Est-ce qu'il sert l'objectif de retournement de l'entreprise? Mais cette homologation a une contrepartie, la publicité. Le jugement d'homologation est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité, ce qui signifie que la confidentialité absolue disparaît. C'est pourquoi il faut choisir avec beaucoup de soin entre constatation et homologation. Ce choix n'est pas théorique, il est stratégique. Si l'entreprise a principalement besoin de discrétion, si l'accord repose sur des délais ou des aménagements avec quelques créanciers essentiels, si la publicité risque d'inquiéter inutilement les partenaires, la constatation peut être préférable. Si au contraire, l'entreprise a besoin d'effets juridiques renforcés,
Si son financement nouveau est apporté, si l'accord nécessite une sécurité particulière, l'homologation peut être utile. Elle est nécessaire en cas d'apport d'argent frais ou de new-money. En effet, la conciliation peut permettre à un partenaire, à une banque, à un fournisseur ou à un tiers de soutenir l'entreprise en apportant de nouveaux concours, une trésorerie nouvelle, un bien nouveau, un service nouveau. Dans certaines conditions, l'homologation permet à ces apporteurs de bénéficier d'un privilège en cas de procédure collective ultérieure. L'idée est simple, encourager ceux qui aident l'entreprise au moment où elle en a besoin. Si quelqu'un prend le risque d'apporter de l'argent frais, de l'argent nouveau, de nouveaux concours, ou un service ou un bien nouveau pour permettre la poursuite de l'activité, le droit peut lui accorder un traitement favorable. C'est une logique d'incitation. On ne sauve pas une entreprise seulement avec des délais. Parfois, il faut aussi du financement nouveau, de la confiance nouvelle, des moyens nouveaux. L'homologation devient alors un instrument de sécurisation juridique pour ceux qui acceptent d'aider. Mais là encore, il faut être précis, tous les apports ne bénéficient pas automatiquement de ce régime. Toutes les situations ne justifient pas l'homologation. Il faut analyser le dossier, la nature de l'apport, les signataires, la personne qui apporte, les risques et les effets attendus. Le bon choix est celui qui correspond à la réalité de l'entreprise. Il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas une sortie unique. Il y a une sortie adaptée à chaque dossier. Tonia Scioli, avocat, podcast. Ouvrons une parenthèse concernant le traitement des prêts garantis par l'État. Les prêts garantis par l'État, on le sait, sont justement garantis par la BPI, la Banque Populaire d'Investissement, à hauteur de 90%. Leur restructuration doit être réalisée dans le cadre d'une conciliation pour conserver la fameuse garantie de l'État. À défaut, il y aurait déchéance de cette garantie. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de conciliations qui ont été ouvertes ces dernières années en vue de restructurer les prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Et pour permettre de conserver la contre-garantie offerte par la BPI à hauteur de 90%, eh bien, la constatation de l'accord, à minima, est une obligation. Tonia Scioli, avocat podcast. Parlons maintenant des effets de l'accord pendant son exécution. C'est un point très concret pour le dirigeant. Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit les actions en justice et les poursuites individuelles engagées pour obtenir le paiement des créances visées par l'accord. Autrement dit, tant que l'entreprise respecte l'accord, les créanciers concernés doivent respecter la paie négociée. Ils ne peuvent pas, pour les créances visées, signer l'accord puis agir comme s'il n'existait pas. C'est fondamental. On crée un cadre de stabilité. Il dit à l'entreprise, vous avez obtenu du temps, mais ce temps est organisé. Il dit aux créanciers, vous avez accepté un effort, mais cet effort s'inscrit dans un cadre sécurisé. Il dit à chacun, maintenant, il faut respecter ce qui a été signé. La confiance retrouvée ne tient pas seulement à la signature, elle tient au respect de l'accord. C'est pour cela que le suivi est capital. Un accord de conciliation ne doit pas être abandonné après sa signature. Rangé dans un tiroir, il faut le piloter. Concrètement, cela suppose un calendrier de suivi qui vérifie les échéances, qui prépare les paiements, qui alerte en cas de tension, qui échange avec les créanciers si une difficulté nouvelle apparaît, qui actualise le prévisionnel de trésorerie, qui contrôle que l'entreprise respecte ses engagements. L'expert comptable continue à assumer son rôle. Il peut mettre en place un tableau de bord, suivre les dates, vérifier la trésorerie prévisionnelle, alerter le dirigeant et ses conseils avant qu'un incident ne survienne. Car il faut éviter une chose, découvrir trop tard que l'accord ne pourra pas ou plus être respecté. Si une difficulté d'exécution apparaît, il faut donc réagir vite. Il vaut toujours mieux anticiper une difficulté que laisser se produire un impayé sans explication.
Un créancier acceptera plus facilement de discuter s'il est informé loyalement et suffisamment tôt. En revanche, si l'entreprise ne paie pas, ne prévient pas, ne répond pas, ou donne l'impression de reprendre ses anciennes habitudes, la confiance peut se perdre très vite. C'est pourquoi la sortie de conciliation est aussi une discipline de gestion. Elle oblige l'entreprise et le chef d'entreprise à être plus rigoureux, plus prévisible, plus transparent avec les partenaires concernés. Dans certains cas, le président du tribunal ou le tribunal peut désigner le conciliateur comme mandataire à l'exécution de l'accord. C'est un outil très utile. Le conciliateur qui a accompagné les négociations peut continuer à suivre l'exécution de l'accord. Il connaît le dossier, les créanciers, l'équilibre trouvé. Il peut rassurer, intervenir si une difficulté apparaît. Il peut éviter que l'accord ne se dégrade silencieusement. Pour les créanciers, c'est souvent rassurant. Ils savent qu'un tiers de confiance reste présent. Pour le dirigeant, cela peut aussi être une protection. Il n'est pas seul face à l'exécution de l'accord. Il dispose encore d'un interlocuteur capable d'aider à maintenir le dialogue. Il ne faut jamais oublier que la conciliation est une procédure de relation. Elle restaure les liens et après la signature, ces liens doivent être entretenus. Une autre question se pose. Que se passe-t-il si un créancier non signataire agit pendant l'exécution de l'accord en paiement, par exemple? Tous les créanciers, on l'a vu, ne signent pas nécessairement l'accord. Certains n'ont pas été appelés à la conciliation, d'autres ont refusé de signer. D'autres détiennent des créances qui ne sont pas concernées par l'accord. Le principe est clair, seuls ceux qui consentent à l'accord sont tenus par lui. Mais le droit prévoit dans certaines hypothèses la possibilité de demander des délais, notamment lorsqu'un créancier appelé à la conciliation mais non parti à l'accord met en demeure ou poursuit le débiteur. L'idée de préserver l'équilibre trouvé. L'accord de conciliation ne doit pas être fragilisé immédiatement par une action isolée lorsque cette action menace la solution globale. Là encore, la conciliation ne permet pas de tout imposer à tout le monde. Mais elle donne des instruments pour éviter que l'effort consenti par certains soit détruit par le comportement d'un autre. Il faut donc parler, d'octroi de délais judiciaires à l'endroit de créanciers non signataires de l'accord et qui viendraient à en perturber le bon déroulement. On l'a vu pendant la négociation qu'il était possible, d'agir à l'endroit des créanciers récalcitrants. La conciliation permet ce qu'on appelle la suspension ciblée des poursuites, c'est-à-dire la paralysie des droits de recouvrement du créancier pendant la durée de la conciliation. Là, par un mécanisme similaire, il sera possible d'imposer à ce créancier des délais de règlement de sa dette qui conduiront évidemment à ne la plus rendre, qui conduiront à ce qu'elle ne soit plus exigible par l'effet des délais judiciaires obtenus et donc qui paralyseront ces actions en recouvrement pour 24 mois maximum. La conciliation, je le rappelle, est amiable mais pas impuissante. Tonia Scioli, avocat, podcast. Tonia Scioli, avocat podcast. Il faut maintenant parler d'inexécution. C'est une question qu'il ne faut pas éviter. Que se passe-t-il si l'entreprise ne respecte pas l'accord? Si l'accord constaté n'est pas exécuté, le président du tribunal peut être saisi par une partie à l'accord et prononcer la résolution. Pour un accord homologué, c'est le tribunal qui peut prononcer cette résolution. La résolution signifie que l'accord tombe. Et lorsque l'accord tombe, les créanciers retrouvent leurs droits. C'est pourquoi il faut mesurer la portée des engagements avant de signer. Il ne faut pas signer un accord pour faire plaisir, pour obtenir une sortie apparente, un accord que l'on ne peut tenir. Cela ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste, cela veut dire qu'il faut être responsable. Un bon accord est un accord ambitieux, mais réaliste. Il doit permettre à l'entreprise de faire un effort sans l'étrangler. Il doit permettre aux créanciers d'être payés sans tuer leurs débiteurs. C'est tout l'équilibre de la conciliation. Et si malgré tout l'entreprise ne peut pas respecter l'accord, alors
Il faut regarder la situation en face. Parfois, l'échec d'un accord de conciliation conduit à une procédure collective, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation si aucune poursuite d'activité n'est possible. L'ouverture d'une procédure collective met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué. Il est caduc, sauf clause particulière. Mais cela ne signifie pas que la conciliation aura été inutile. Au contraire, même lorsqu'elle n'aboutit pas durablement, la conciliation a souvent permis de préparer la suite. Elle a permis d'identifier les créanciers, de clarifier les chiffres, de tester les positions, de comprendre les blocages, de préparer une sauvegarde accélérée, de préparer une cession. C'est le fameux pré-PAC cession. Nous en parlerons de façon détaillée dans de prochains épisodes. Elle a parfois permis de gagner le temps nécessaire pour éviter une liquidation brutale. Il faut donc sortir d'une vision binaire. La conciliation ne se résume pas à une réussite totale ou un échec total. Elle est un maillon dans la chaîne du rebond. Parfois un maillon suffisant, souvent un maillon nécessaire, et parfois un maillon intermédiaire. Il peut donc y avoir des réussites partielles et des délais obtenus, des relations préservées, des solutions préparées, mais bien sûr l'objectif premier reste la réussite de l'accord. Et cette réussite repose sur 3 choses. D'abord, la sincérité du diagnostic. On ne sauve pas une entreprise avec des chiffres arrangés. Ensuite, la qualité de la négociation. On ne convainc pas les créanciers avec des formules vagues. Cette qualité de la négociation est suivie par la qualité de l'accord de conciliation, notamment dans sa rédaction. Là, évidemment, le rôle de l'avocat est fondamental. Je l'ai dit, il fait passer les choses du numérique vers le juridique. C'est lui qui est l'artisan des formules de l'accord. Et enfin, la discipline d'exécution. On ne transforme pas une conciliation en rebond si l'accord n'est pas suivi. Pour un chef d'entreprise, le message est clair. La conciliation n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de responsabilité. Elle permet de dire au créancier, je ne fuis pas, je ne nie pas, je propose une solution. Elle permet de dire au tribunal, je veux traiter, Monsieur le Président, mes difficultés avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Elle permet de dire à l'expert comptable, aidez-moi à construire une trajectoire réaliste. Elle permet de dire aux salariés, même indirectement, je fais ce qui est nécessaire pour préserver l'emploi et l'activité. Et elle permet au dirigeant de se dire à lui-même, je ne suis plus seul. C'est peut-être l'un des aspects les plus importants. La difficulté d'entreprise isole. Elle enferme le dirigeant dans le silence, dans la honte, dans la peur de l'appel du banquier, dans l'angoisse de la prochaine échéance. Le déni de réalité n'est pas loin. Nous en avons déjà parlé. La conciliation remet du dialogue là où il n'y avait plus que de la tension. Elle remet du droit là où il n'y avait plus que de l'urgence. Elle remet de la méthode là où il n'y avait plus que de l'inquiétude. Et lorsqu'elle réussit, elle permet à l'entreprise de retrouver ce qui lui manquait le plus, le temps. Du temps pour payer, du temps pour vendre, du temps pour restructurer, du temps pour se refinancer, du temps pour reprendre confiance. Et ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Le dirigeant doit savoir l'utiliser, il doit respecter l'accord, suivre ses chiffres, informer ses conseils, anticiper de nouvelles difficultés. Rester vigilant. La conciliation n'efface pas les problèmes, elle permet de les traiter autrement. C'est pour cela que cette procédure mérite d'être mieux connue des chefs d'entreprise et des experts comptables. Trop souvent, elle est envisagée trop tard. Trop souvent, on attend que la situation devienne contentieuse. Trop souvent, le dirigeant consulte lorsque les poursuites sont déjà engagées, lorsque la trésorerie est déjà épuisée, lorsque les marges de négociation ont disparu. La conciliation est une procédure efficace lorsqu'elle est utilisée à temps et perd de son efficacité lorsque le temps passe. Il faut inverser cette logique. Le bon moment pour parler de conciliation, ce n'est pas quand tout est perdu. C'est quand l'entreprise peut encore convaincre. C'est quand le dirigeant peut encore présenter un projet. C'est quand les créanciers peuvent encore croire à une solution. C'est quand l'activité justifie que l'on se batte pour elle. Tony Ascioli, avocat, podcast. Au terme de cette série,
Retenons une idée simple. La conciliation est un outil de rebond. Elle commence par une décision courageuse, demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Elle se poursuit par une méthode, négocier avec les bons créanciers, au bon moment, avec les bons chiffres, dans le bon cadre juridique. Elle se termine par un accord constaté ou homologué, discret ou renforcé, mais toujours orienté vers un objectif essentiel, permettre le rebond de l'entreprise. La conciliation n'est pas une procédure honteuse. C'est une procédure d'intelligence économique. C'est une procédure de responsabilité. C'est une procédure qui rappelle que l'échec n'est pas une fatalité lorsque la difficulté est traitée à temps. Oui, entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Et rebondir est un droit. Merci d'avoir suivi cette série consacrée à la conciliation. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tony Ascioli, avocat, podcast. Retrouvez les épisodes de Tony Ascioli, avocat podcast, sur toutes les plateformes de podcast et sur le site internet du cabinet www.jf